Eh ben, merci Maxime, pour, cette interview Mais qui mais de rien. qui n'est absolument pas préparée. J'ai eu cette idée, cette nuit en mode: «Eh, ça serait bien d'interviewer Maxime comme ça là, sans préparer et voir ce que ça donne» et comme j'ai absolument confiance de ce qui va se passer et ben, je pense qu'il peut se passer des choses ou pas. Peut-être il va y avoir que des déchets qui vont sortir, mais ce n'est pas grave, on est là pour tester. Merci. Trop Alors, d'exigences. monsieur Maxime, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Bah, oui, je peux me présenter éventuellement. Qui suis-je? Je m'appelle, Maxime Prieto, jeune homme de 21 ans. Je suis, j'essaye du moins d'être humoriste. En plus, il parle comme ça tout le temps, quoi. Oui, constamment, Tout le temps. constamment dans cette manière-là, un peu hautain. Non, je t'ai croisé à l'école du rire, dans la fameuse école et Exactement. ce qui m'a interpellé, c'était un peu ton parcours, on va dire ça. Je sais pas si tu pourras le détailler plus tard, mais quelqu'un de la campagne qui, par une illumination, décide d'aller marcher sur Compostelle. Je sais pas si tu peux expliquer un peu C'est ce qui s'est ça. passé, non, en plus, tu étais tout jeune, du coup, c'est ça qui me frappe parce que tu es tout jeune aussi et je trouve que tu as une réflexion, une maturité que d'autres n'ont pas à cet âge et du coup, est-ce que tu peux expliquer, le déclic que tu as eu pour partir sur le chemin de Compostelle? Le déclic de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça a commencé, j'ai envie de remonter loin, mais je sais pas si, non, pour remonter, je pense, à la base de la base. Pas vraiment parler comme ça jusqu'à la fin. Non, mais je vais y arriver. Non, mais au bout d'un moment, tu vas voir qu'il va y avoir un lâcher prise. Ça va arriver, mais on va y arriver, on va y arriver. Non, pour remonter à la base de la base, c'est catastrophique, hein. Mais non, On va y arriver. après, on est sur un échange, hein, c'est ton Ouais, format, c'est ton podcast, non, tranquille. c'est Non, ça. on échange tranquille, tu peux me regarder, regarde pas Ouais. la caméra. Mais oui, je voulais que tu m'expliques un peu ton déclic pour partir, sur Compostelle parce que ça m'avait un peu marqué quand tu as partagé ça avec tout le monde et j'ai fait: «Waouh, mais ça a l'air trop bien, ce qu'il fait et trop bien d'avoir pris cette décision». Mais pourquoi du coup tu as pris cette décision pour revenir? Donc vraiment le moment du déclic. Ouais, le déclic, quoi. Et le déclic, c'était que j'ai fait, un BTS, agricole pendant 2 ans et heu donc je vivais dans une caravane, j'avais à peine l'électricité, j'avais même pas d'eau courante, c'était une aventure, je chiais dans un seau quoi, on était quand même sur quelque chose d'assez, particulier. Toi, tu étais en BTS en même temps, tu as fait cette ville-là, c'est ça ou J'étais en BTS en en alternance. alternance? Ouais. J'étais en alternance, donc dans le milieu agricole Ouais. donc j'étais seul dans ma caravane tous les soirs, j'étais seul et tout et heu et puis au fur et à mesure d'être seul, j'en suis arrivé à ouais, je dirais pas une déprime, mais ça a été dur, ça a été difficile. Je pensais pas que ça allait être autant difficile parce que j'aime la solitude et je la supporte, depuis tout petit, j'ai toujours supporté la solitude. Je pense que ça a été un peu un défi pour moi de vouloir essayer, jusqu'où je pouvais aller et la solitude m'a amené très loin, à consommer un peu trop d'alcool peut-être et puis, bon, pas passer de très bons moments et donc j'allais, terminer mon BTS et hem et ma mère, elle m'a, attends parce que je suis en train de penser à de ne pas trop dire «eux». Ouais, je le dis beaucoup trop. Autant pour moi. Donc je termine mon BTS et je sais que ça fait donc avant mon BTS, j'avais dit à ma mère: «Moi, je veux rentrer dans le milieu du théâtre» et elle m'a dit: «Bon, bah, fais d'abord un BTS. Je veux que tu aies un BTS pour assurer ton arrière». Donc j'ai fait ce BTS-là et à la fin de ce BTS-là, moi, j'avais plus aucune ambition, c'était terminé et ma mère, elle m'a dit: «Bon, bah, voilà, maintenant que tu as fait ton BTS, tu peux aller, faire autre chose». Sauf que j'avais plus du tout l'envie, je savais plus ce que j'allais faire de ma vie, c'était catastrophique. Ça te plaisait plus, ce que tu faisais au BTS? Bah, Dans ça l'alternance? me plaisait, Ouais. mais je voyais pas en faire ma vie. Bah, en fait, Ouais. si je me lançais dans le milieu agricole, j'en avais pour, on va dire 5 ans avant de pouvoir vivre de ce métier-là Ouais. et puis, une fois que tu as fait 5 ans, bon, bah, tu fais 10 ans. Une fois que tu as fait 10 ans, tu dis: «Bon, bah, je vais pas arrêter maintenant». Donc tu fais 15, puis tu fais 20, puis tu fais 30, Ouais. tu arrêtes jamais, quoi
et je me suis dit: «OK, c'est une idée que j'ai en tête, mais ça se trouve, je la ferai quand j'aurai 40 ans», tu vois? Si, dans le milieu du théâtre, ça ne marche pas, je la ferai dans 40 ans. Et donc du coup, bon, ben, j'en arrive à là, terminé. Je sais que je veux pas du coup, rentrer dans ce milieu-là, et ma mère, elle m'envoie justement donc la vidéo de Lézard, de l'école de Lézard. On n'est pas obligé d'en parler, mais bon. Ah, c'était à ce moment-là, avant? Ouais, c'était à ce moment-là. C'était un peu avant d'arrêter mon Et BTS. Elle me voilà, il y a une nouvelle école qui s'est lancée, et elle m'envoie une vidéo, bah, et elle me dit: «Vas-y, passe les sélections». À ce moment-là, moi, je me fais chier. Donc c'est-à-dire que le moindre truc, je suis dans un état où le moindre truc, ça peut me faire kiffer. Donc je regarde un peu, je me dis: «Bon, bah, vas-y, il faut faire une vidéo à la con et tout». Alors je suis dans ma caravane et tout, je mets mon chapeau, j'écris des trucs, ça me fait mourir de rire, j'ai que ça à foutre de toute façon le soir, donc je fais le con, je prends la guitare, je fais une déclaration d'amour à ma caravane parce que bon, on avait passé 2 ans ensemble, enfin, je commençais à devenir un peu fou, je crois, à ce moment-là, hein. Et ben et donc du coup, je fais ça et tout, mais même pas, j'avais même pas l'ambition d'être pris, dans cette école, tu vois? Donc il y a 3 phases de sélection. Je passe les premières, je passe la deuxième, la troisième se fait à Paris, je vais à Paris, toujours pas du tout dans l'optique d'être pris ou quoi. J'y vais, je fais le truc, je rentre chez moi et je me dis: «OK, je suis pas prêt, c'est pas pour moi. C'est pas du tout pour moi». Donc déprime encore totale et tout, et il me reste, non, donc déprime, je continue à travailler, je me dis: «Bon, bah, vas-y, je prolonge pendant 1 mois, 2 mois». Je continue à travailler, donc toujours avec ma caravane, tout ça, et au bout d'un moment, je reçois les réponses de cette école et j'apprends que je suis, sélectionné. Sauf que je vais voir ma mère et je lui dis: «Honnêtement, je sais pas si je vais dire oui». Parce que j'ai plus la flamme, tu vois? J'avais vraiment plus cette envie, cette envie que j'avais eue avant le BTS. À ce moment-là, j'avais plus l'envie, quoi. Littéralement, j'avais plus rien, j'avais plus un vide, un néant total, quoi. Et donc du coup, bon, bah, j'hésite un peu. Ma mère, elle me force, et puis bon, elle a des arguments. Je me dis: «Oui, c'est vrai, elle a pas tort, peut-être que d'ici 2 semaines, j'aurai l'envie, en fait». Donc je me dis: «Bon, vas-y, je vais dire oui». Je dis oui, j'apprends quand est-ce que commence la formation, et juste avant la formation, j'ai 15 jours de rien, tu vois? Et je me dis: «OK, j'ai pas envie de commencer la formation en ayant ce néant, cette, je dis entre guillemets, «cette déprime», tu vois? Mais en n'ayant rien, en n'ayant plus l'envie de faire des choses. Donc je me dis: «OK, je réfléchis, je me dis: "Il faut que je fasse un truc", et je sens au fond de moi, en fait, une, tu sais, une voix, une flamme, un truc, en fait, je sens au fond de moi un truc qui me dit: «Mec, casse-toi, barre-toi», tu vois? Et je me dis: «OK, il faut», je sais pas pourquoi, on m'envoie un signal, tu vois? Il faut que je parte. Je ne sais pas du tout où je vais, et ma grand-mère a fait Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai des amis de mes parents qui en parlent et tout, et je me dis: «OK, c'est peut-être là-bas». Donc c'est pour moi, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est quoi? C'est le Puy-en-Velay. C'est la seule information que j'ai. Je ne sais pas ce que c'est le chemin, le côté religieux, je connais à peine et tout, et je me dis: «Bon, bah, vas-y, je vais là-bas et on verra bien». Je le dis à mes parents sont trop contents, ils disent: «Bon, bah, vas-y», bon, ils ont un peu peur, mais ils me disent: «Vas-y, pas de souci, on t'accompagne». Donc je vais chez ma grand-mère qui habite pas loin, ensuite je pars sur Saint-Jacques-de-Compostelle, et et puis bon, bah, voilà, je commence, j'arrive au puits et puis je commence mon aventure, sans avoir aucune attente. C'était juste de partir et de vider la tête, c'était ça, l'objectif? Je pense que c'est con à dire, mais c'est très con à dire, mais je pense qu'il y a un vrai truc des fois quand tu te sens plus avec toi, tu vois, pars pour te retrouver, tu vois? Pour te recentrer, on peut dire, tu vois? Mais je pense que c'était un vrai truc. Je sais que moi, quand je suis parti, je me suis dit: «Je sais pas ce que je vais trouver là-bas, mais je sais que je vais trouver quelqu'un», et en réalité, ce quelqu'un, en fait, c'était moi. Je me cherchais moi-même, tu vois? Et je pense que c'est ça que j'ai fait quand je suis parti, quoi. Tu as fait la messe, au puits? J'ai fait la messe au puits. Et alors? Bah, je suis arrivé au début, enfin bon, parce qu'en plus, tu as plein de personnes, tu vois? Donc moi, je me rappelle, j'avais un sac de 18 kilos, pas du tout conseillé, Beaucoup trop lourd, quoi. beaucoup trop lourd.
Et je me rappelle, j'étais avec mon sac, il y avait ma grand-mère et mon père, tu vois? J'étais avec mon sac et au puits, en plus, tu as une montée pour arriver à l'église, un truc, ouais. Moi, j'étais là et tout et je montais fier et tout avec mes 18 kilos, tu vois? Je voyais les autres, ils étaient assis et tout. Pour moi, c'était n'importe quoi. Je suis arrivé un peu en retard à la messe et heu donc c'est vrai que même pendant la messe, j'ai senti un truc, c'est-à-dire que je suis arrivé, donc tu poses ton sac et tout, j'étais au fond, donc tu as tout le truc de bénédiction, tu es qu'avec des pèlerins, tu connais personne et tout, tu vois? Et heu et en fait, au moment où, tu sais, où tu vas chercher l'hostie et tout, je me rappelle qu'au moment où je suis allé chercher l'hostie, ouais, il y a eu un petit, je pense que c'est là où je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire, tu vois? Et j'ai un peu reconnecté avec, tu vois, avec la famille, avec tout ça de me dire: «OK, je fais, c'est pas anodin ce que je fais». Je pense que c'était un peu ça le truc et c'est là où je m'en suis rendu compte, quoi, Est-ce que tu es pendant pas la avec ta messe. famille, tu dis? Ben il Ah m'accompagnait, oui, ils tu sont vois? juste Mais en accompagnés fait, sur c'est le le lien, début. c'est en fait, au moment où je suis passé là, tu sais, j'ai eu toute ma vie qui m'est revenue Ouais. en tu vois? Typiquement, je voulais me chercher, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Putain, je suis sur la bonne voie», tu vois? Et le premier jour, c'était difficile ou? Catastrophique. Catastrophique. C'était horrible. Tu dis: «Putain, qu'est-ce que je fous là?» Ah ouais, le premier jour, c'était horrible, horrible. Je vraiment, honnêtement, le premier jour, je suis parti. La 1re heure, c'était, ouais, c'était, tu sais, c'était un kiff. C'est ça y est, je suis parti et tout, tu vois? Je marchais et tout, j'étais content et tout. Putain, en plus, il faisait beau, tu vois? J'étais content et tout. Je traçais tout le monde, je disais: «Vas-y, de toute façon, moi, tu sais, je suis jeune, il faut que j'envoie de la patate». Alors j'envoyais et tout, tu vois? Et puis au bout de 2 heures, je commençais à me faire chier. Ah mais à me faire chier, mais à un point, c'était catastrophique. J'avais pris un livre, je l'avais sorti et je lisais en marchant. C'était hallucinant, quoi. Et ah ouais, le premier jour, ça a été, catastrophique. Même, arrivé le soir pareil, j'étais vraiment le soir, je suis arrivé, déjà j'avais mal, parce que c'est là où le 1er jour, le soir, tu commences à ressentir les premières douleurs et les premières douleurs, elles font mal. Et je me suis dit: «Ah vas-y, c'est pourquoi je suis là, quoi», tu vois? Et j'avais vraiment, le 1er soir, j'avais vraiment pas envie de repartir. Vraiment pas. Et tu as dormi dans un gîte le premier soir? Non, j'ai dormi, au bord d'un ruisseau. OK. C'est bien passé. C'était, particulier. Je me suis lavé dans la rivière, j'avais étendu, j'ai une photo de mon camp, c'est catastrophique ouais, j'ai très mal dormi, quoi. Puis en plus, j'étais à côté d'une falaise, alors j'avais peur en me tournant de dévaler la pente. Enfin bon, c'est catastrophique, quoi. Et le deuxième jour, c'était mieux? Ben le deuxième jour, franchement, en fait, le premier soir, ça a été, tu sais, un moment de: «Qu'est-ce que je fais là?» et tout. Juste avant de me coucher, j'ai eu des larmes enfin, je sais plus, je pleurais, tu vois? Je me suis dit: «Putain, je sais pas qu'est-ce que je fous là?» Et à la fois, j'étais en train de me vider, tu vois, d'un truc. Je me suis dit: «Putain, c'est bizarre, quoi». J'étais persuadé que j'allais arrêter là, tu vois? Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais une patate, quoi. J'ai rangé le campement, j'avais une joie d'enfer et j'avais qu'une envie, c'était de remarcher. Et tu dis que tu t'es connecté avec toi-même, mais est-ce que tu as pu connecter avec d'autres personnes ou tu as pu rencontrer des gens, c'est ça que je veux dire? Ou tu étais vraiment dans ta bulle, tu marches et puis, Mais le premier jour, en fait, pour moi, le premier jour, ça a été, vraiment un ouais, un peu dans ma bulle. Je connectais, tu vois? Je disais bonjour et tout, mais c'est vrai que je restais bien de mon côté, tu vois? Et au fur et à mesure, ouais, ça s'est cette bulle a pété, tu vois? Et j'ai même terminé, au bout quand j'ai fini mon chemin de 10 jours, quand, j'ai arrêté, on avait vraiment une famille, quoi, avec des personnes que j'avais rencontrées, quoi. c'était quoi la galère que tu as eue sur le chemin? Alors, pas le premier jour où tu as mal dormi? La plus grosse galère, Ah, c'est la pluie. la bulle, ça. La pluie, j'avais, c'est même pas le problème de la pluie, c'est que la plus grosse galère, c'est que j'avais un kawaii et en fait, à l'intérieur, tu sais, c'est ciré, tu vois? Et mon père, il avait utilisé, ce qui fait que c'était perméable. Tu étais trempé, C'était quoi. pas imperméable, c'était perméable et donc j'étais mais trempé, mais trempé de la tête aux pieds. J'avais le duvet trempé, trempé et c'était, ah ouais, c'est la plus grosse mais tu vois, étonnamment, je pense qu'au moment où j'ai pris la pluie, je me suis dit: «Ah ouais, OK, c'est bon, donc là, je repartirai plus jamais, c'est terminé», tu vois?
Et je me suis dit: «Je vais m'énerver, tu vois? Je vais être aigri, ça va me gonfler, de me dire encore: "Mais qu'est-ce que je fous là? Il y a un trou du cul", tu vois?» Et en fait, je l'ai vraiment, je pensais que j'allais m'énerver et au final, je suis reparti et en mode: «Mec, c'est pas grave, tu sais, continue, OK. ton chemin ne s'arrête pas là», tu vois? Et puis c'est pas parce qu'il pleut, parce que tu es trempé et tout, kiffe la pluie, tu vois? Et j'étais mais on était enfin, parce on était 4 à marcher ensemble, tu vois? Et on était trempés de la tête aux pieds, les chaussures, les cloques qui nous faisaient mal et tout et c'était un kiff de marcher sous la pluie, quoi, tu vois? Ah, on a kiffé ce moment-là. Et le meilleur souvenir de Compostelle, pour toi? Le meilleur souvenir? Ah, heu, je pense un peu tout Compostelle, hein. C'est un peu tout. Après, il y a en fait, tu te dis pas, tu pas de meilleurs souvenirs pendant. C'est-à-dire, tu vis vraiment l'instant présent, tu vois? Donc tu kiffes tout le long. La fin, elle était très forte, surtout quand, donc on avait vraiment fait une famille, tu vois? Et la fin, ouais, j'ai vu dans le regard des gens, tu vois, un un amour sincère, tu vois? Un truc, que j'avais jamais vu, ailleurs, tu vois? Il y avait aucune barrière, aucune façade, aucun masque, quoi. Et ça, c'est vrai que, waouh! En fait, ça te renvoie ton image, tu vois? Et typiquement dans ce truc de tu veux te retrouver toi, en fait, quand tu as des inconnus avec qui tu commences à parler, parce qu'à la fin, on a même gardé contact, tu vois? Et à la fin, quand ils te disent, «Putain, ça m'a fait plaisir de te rencontrer et tout», et qu'ils te partagent des trucs, waouh, tu prends ton image en pleine face et tu dis: «Putain, ouais, je suis pas, le gars horrible que je pense être», tu vois? Je suis quand même quelqu'un de bien. Et ça, ouais, je pense ça, c'était un gros moment. Et puis la fin, quand tu arrives chez toi. Quand tu arrives chez toi, c'est c'est quelque chose de fort aussi. C'est parce que tu as envie de repartir ou c'est parce que tu es content d'être rentré chez toi et Ah bah, après je peux raconter en fait, moi, en rentrant chez moi, donc j'avais pris, un train, tu vois? Et je suis arrivé donc à Orange et je me suis dit un chemin, je me suis dit: «Je vais pas prendre un bus et rentrer chez moi. Non, je vais terminer, c'est-à-dire de la gare, je vais rentrer chez moi, puis il me reste encore 2 heures de marche», tu vois? Je me suis dit: «On va au bout jusqu'à chez moi», et je me rappelle donc je marche pendant 2 heures et arrivé au bout de 2 heures, j'arrive dans le champ en face de chez moi et au bout du champ, quand j'aperçois la maison, déjà je commence à avoir les larmes. Je me dis: «Waouh!» Déjà, il y a un truc, tu vois, qui se passe. Donc j'arrive chez moi, je rentre chez moi et tout, une émotion, mais enfin des et ça je pense que c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte du chemin et de ce que j'avais vécu, tu vois? Et une émotion de fou, je m'assois dans mon canapé, mes parents, ils arrivent, ma mère, elle arrive, tu vois? Et ils me demandent comment ça se passe et tout et tu sens le décalage, c'est-à-dire toi, tu viens de vivre un truc, ultra intense et eux, ils sont toujours dans la même routine, tu vois? Donc direct, c'est: «Ah ça va, c'est bien passé, ouais super, bon, tu acheté le poulet, tu fait à manger et tout», tu vois? Donc et toi, tu es complètement à l'ouest, tu viens de vivre un truc de fou, tu vois? Et donc moi, je me rappelle, ma mère, elle arrive et tout, donc elle me dit comment ça s'est passé. Je lui dis: «Putain, c'était une expérience extraordinaire et tout», et elle passe à autre chose et moi, je fonds en larmes dans le canapé, je fonds en larmes et ma mère, elle arrive, elle me dit: «Putain». Enfin, il y a ma sœur, mon père et tout, ils arrivent, tu dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas et tout?» Et je dis et la seule fois, je regarde ma mère, je lui dis: «Maman, ça m'a sauvé, ça m'a sauvé», et c'est la seule phrase que j'ai dit et je suis reparti en sanglots derrière. il y a eu un avant et un après Compostelle pour toi? Ah oui, ah oui, là, clairement, un avant, un après. Bah, de se rendre compte que, kiffe ta vie, quoi, tu vois? Ouais, tu pas de là, ouais, je veux dire, la vie, elle est simple, tu vois? Je veux dire, sur le chemin, tu vis tellement avec rien et tu dis: «Putain, je vis et je suis heureux». Je me dis: «OK, donc en fait, la vie, ouais, c'est simple, on se prend trop la tête», tu vois? Ça et puis les relations. Les relations, tu les vois plus du tout de la même manière. Tu dis: «OK, donc en fait, tout le monde se met un masque, tout le monde se met quelque chose devant la tête», mais en fait, c'est pas du tout, c tu prends n'importe qui dans la rue, tu vas lui parler, tu sais que tu lui parles pas réellement. Tu parles d'abord à son image, puis peut-être à lui, tu vois? Mais c'est pas sûr que tu lui parles à lui et sur le chemin, en fait, le masque n'existe vraiment pas.
J'ai jamais vu quelqu'un sur le chemin qui a ce masque-là et tu sens vraiment l'humanité et ouais, tu reprends foi en la vie, là. Alors, tu te dis: «Ah ouais». Tu rentres, tu te dis limite: «Mais pourquoi on vit pas comme ça?» tu vois? Mais bon, Moi, je dirais que j'ai fait que 4 jours pour l'instant, mais je trouve que la nourriture a un goût différent sur le chemin. Je sais pas si c'est pareil. Quoi que tu fasses, même si c'est, un vieux sandwich qui est normalement que c'est pas ouf, tu fais: «Oh putain, il est trop bon le sandwich et tout». ah tu Tu kiffes, redécouvres, hein? ouais. Mais tu kiffes tout, vraiment tout tu kiffes. Ah moi j'ai eu des moments, j'ai eu un moment, la deuxième fois que j'y suis allé, je suis alors c'est un moment un peu fou, hein. J'avais fait la voie, donc de Rocamadour et je redescendais du coup de Rocamadour et je passe sur un pont d'autoroute, tu vois? Et ça fait, 4 jours que je marche, 4 jours que je n'ai pas vu, de civilisation et là tu vois une autoroute, tu vois? Donc c'est un peu, ça te change, tu vois? Et je me rappelle, je suis sur le pont de l'autoroute, je regarde les voitures passer, tu vois? Et je vois que les gens ils me regardent. Bon, parce que aussi j'ai le grand kawé, j'ai un chapeau de cow-boy, ils doivent se dire: «Il va se suicider ce fou», tu vois? Et heu et en fait, je regarde les voitures et je leur fais coucou, tu vois? Mais parce que ça me fait kiffer, tu vois? Et je vois que les gens, ils me répondent. Ils sont heureux et ils me font coucou. Et donc moi, je fais que et je me suis pas arrêté pendant 2 heures. J'ai fait coucou à des voitures et c'était mais la plus grande joie de ma vie. Je me suis dit: «Mais c'est fou! C'est fou! À quel moment dans ta vie tu kiffes dire bonjour à des» mais juste de voir le bonheur sur la tête des gens, tu vois? Ah, j'étais mais tellement heureux, quoi. Ah, tu vis mais tout ce que tu vis, je pense, c'est un bonheur. Et aujourd'hui, tu as envie de repartir ou? Ah oui, Ouais. ah oui. Il faut y retourner. À chaque fois, j'ai envie d'y retourner. Tu dirais quoi aux personnes, qui ont envie d'y aller mais qui osent pas, ils hésitent ou alors ils disent: «C'est pas le bon moment» ou je sais pas: «J'ai envie d'y aller mais» parce que j'en connais plein où ils achètent enfin je connais pas, je connais une personne qui a acheté le matériel, Mmh. mais je sais pas, elle se dit: «C'est pas le bon moment» ou quoi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes comme ça qui veulent y aller, mais peut-être qu'ils se mettent des blocages en mode: «Non, vas-y», je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Si, si, c'était très clair. Bah, en vrai, en fait, je me dis, si je parle un peu, tu vois, de moi, parce que en fait, j'ai eu beaucoup ce truc et ça faisait longtemps que je voulais aller marcher seul, tu vois? Et j'avais déjà, hein, du matériel, j'avais déjà tout, tu vois? Mais heu, mais je pense que j'ai juste, en fait je pense que j'étais dans cet état d'esprit-là, tu vois? Mais je l'ai juste ressenti, en fait. Et je pense que des fois quand, ouais, si tu as envie d'y aller et qu'au fond tu sens que c'est pas le moment, n'y va pas. Si s Tu verras que si tu as vraiment l'envie d'y aller, tu vas y aller et tu vas kiffer, tu vois? Et je m'en suis rendu compte, tu vois, la deuxième fois que j'y suis allé, en fait, quand tu sens cette voix qui te dit d'y aller, c'est toujours, ce n'est pas pour rien. C'est inconscient, tu sais pas pourquoi tu y vas, mais tu y vas et sur le chemin parce que moi, la deuxième fois, tu vois, l'expérience n'a pas du tout été la même. Parce que j'avais besoin d'aller chercher autre chose et vraiment si tu sens cette voix, vas-y. Vas-y. Et si tu la sens pas, c'est pas grave, mais elle viendra après. Et la deuxième fois, tu as trouvé ce que tu cherchais? Ouais, mais c'était totalement différent, tu vois? La première fois, je pense que c'est j'ai passé 2 ans de solitude, tu vois? Et je me suis dit: «OK, en fait, j'ai besoin de partir pour me retrouver moi, mais pour retrouver, l'humanité», tu vois? Et du coup, je me suis connecté avec des gens. Très naturellement, je me suis connecté avec des gens et j'ai fini avec une famille, tu vois? Enfin, entre guillemets, «une famille». Et la deuxième fois que j'y suis allé, j'avais plus ce besoin de me dire: «OK, j'ai envie de me retrouver par contre cette fois-ci vraiment seul avec moi-même, de me poser des questions à moi-même et tout le long, pendant 15 jours, ça a été que ça, j'étais seul avec moi-même. Ça ne veut pas dire que j'ai pas parlé aux gens, j'ai passé des repas avec des gens, c'était extraordinaire, tu vois? Mais sur le chemin, je marchais seul et j'avais vraiment besoin d'être seul avec moi-même, quoi. Je bouffais des murs, je me parlais à moi-même, c'est n'importe quoi, tu vois? J'étais le fou dans la dans la campagne, quoi. Mais c'était, ouais, c'est une autre expérience, quoi. Mais quand tu as une envie, tu vois? Je suis persuadé, si tu sens un truc dans ton estomac qui te dit d'y aller, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Allez. Et donc, pour relancer, cette vas-y, Ouais. pour un petit coup, tu as eu l'impression de grandir du coup, après Compostelle? Ou,
Parce que tu dis que ça t'a changé, mais est-ce que Ouais. tu as eu l'impression de grandir en maturité, de percevoir peut-être le monde autrement? Ouais, de le percevoir, mais après ça prend du temps, tu vois? C'est pas, en fait, je pense tu peux littéralement faire Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vois? Rentrer chez toi, reprendre ta routine, lambda, tu vois? Et rebelote, tu as repris, l'écrou de la vie, tu vois? Et ça ne te change pas. Mais tu peux faire ça parce que je sais que quand je suis rentré, tu vois? Je me suis dit: «OK, je viens de vivre quelque chose de fort». Je me suis dit: «Maintenant, réfléchis un peu là-dessus, repense-y et pourquoi tu as ressenti ça? Pourquoi tu as» et je pense que c'est ce travail-là qui fait qu'après tu changes, qu'après tu vois la vie différemment et je pense qu'aujourd'hui, oui, je vois la vie totalement différemment. Est-ce que tu l'as fait à quel âge? À 19 ans, Et je t'ai croisé, tu avais quel âge? 20 ans quand je t'ai connu? 20 ans. Ouais, je venais d'avoir 20 ans. 20 ans, tout jeune, et je sentais déjà une grande maturité en toi comparé aux jeunes de ton âge, on peut dire ça, jeunes 20 ans. Comment tu expliques ça, le fait que tu sois aussi «mature» entre guillemets sur les réflexions, même sur la musique que tu écoutes? Par exemple, Mmh. Balavoine, il y a beaucoup de jeunes de 20 ans qui n'écoutent pas ça, ils écoutent plus du Jul ou autre. Est-ce que tu te sens en décalage par rapport aux jeunes de ton âge et comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ça, quoi, simplement? En fait, tu vois, avant, je pense que j'aurais dit, «Ouais, je me sens en décalage avec ces gens-là». Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de parler de décalage. On n'est pas en décalage on est juste sur 2 chemins différents, tu vois? Mais on est au même niveau de la vie. Tu vois? C'est juste que lui, il a pris ce chemin et puis moi, j'ai pris, ce chemin-là, tu vois? Donc, je pense pas qu'il y ait de décalage avec ces gens-là. Mais après sur la maturité, c'est, je pense que c'est de enfin, pour moi, ça a été la solitude, tu vois? C'est-à-dire que très très jeune, j'ai compris que j'allais être seul, tu vois? Je me suis surpris d'ailleurs, tu vois? Je vais te raconter un truc et j'ai un pote à moi que, j'adore, il s'appelle Quentin, si jamais, voilà et en fait, il y a pas longtemps, il m'a dit, il s'est bon, il s'est séparé de sa copine, enfin, c'est dur pour lui, voilà et il y a pas longtemps, il m'a dit, «Ouais, franchement, je me suis posé des questions, tu vois, sur le sens de la vie, tu vois? Sur qu'est-ce que je fais maintenant et tout, alors que je me suis jamais posé la question avant». Et je me suis dit: «Putain, tu te poses la question maintenant» et j'ai senti, tu vois, qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu un déclic et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai mis en parallèle sa vie et ma vie et je me suis dit: «Mais en fait, moi, cette question-là, je me la suis posée à 8 ans», tu vois? À 8 ans, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quoi la vie? Pourquoi je vis?» tu vois? Et très tôt, ça a été ça et je pense que c'est ça qui, en fait, j'ai eu besoin d'avoir un sens, tu vois? Parce que je me suis dit: «C'est pas possible, la vie, c'est pas ça», tu vois? Je vois mes parents qui répètent tous les jours la même chose et je me dis: «C'est pas possible, je peux pas». Je vois tellement la diversité, la beauté de la vie, je me dis: «C'est pas possible que je puisse voir une seule chose et toujours les mêmes choses», tu vois? Donc ouais, je me suis vraiment posé la question sur le sens de la vie et puis la solitude qui m'a fait plonger dans ouais, pourquoi tu es seul? Pourquoi tu toujours se poser des questions. En fait, c'est ça qui fait que tu es mature, c'est que tu te poses des questions et tu acceptes le fait d'en avoir peur, tu vois? De pas se dire: «Non, moi je suis pas seul, non regarde» et puis tu prends ton téléphone et puis, tu envoies des messages à des amis alors que tu t'en fous de ce qu'ils racontent et de leur vie, quoi. Non, au lieu de faire ça, moi je prenais pas mon téléphone, je me dis: «OK, d'accord, bon, bah, maintenant, ouais, ouais, tu es seul et maintenant, pourquoi? Dis-toi, voilà, pourquoi tu es seul? Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là, en fait?» Tu vois? Et tu te poses des questions et tu dis: «Ouais, c'est parce que j'ai peur de ci, c'est parce que j'ai peur de ça» et puis tu essayes de changer les choses. Est-ce que c'est un travail sur ces blessures qu'on a enfouies inconsciemment, et grâce aux questions, on se permet de conscientiser ça et puis c'est quoi qui Ouais, et d'accepter surtout, en fait, je pense. C'est d'accepter ce truc-là. Je sais, par exemple, tu vois, sur le chemin, heu, j'ai eu une compréhension d'un petit truc, tu vois? Je me rappelle un soir, j'étais exténué, ça devait être le 6e jour, tu vois? Et j'en pouvais plus et je me fais des pâtes, tu vois? Et je suis en train de manger mes les pâtes. meilleures pâtes de ta vie, je suis sûr. Attends, parce que j'étais pas encore en train de les manger, tu vois? Et je et je me fais des pâtes et tout et au début, ça devait être juste des pâtes, hein. Et je me fais des pâtes et tout et je me mets à pleurer, et je suis vraiment sur les pâtes et juste je pleure, je pleure, je pleure. Ça a fini, le plat, c'était, de la soupe de pâtes, quoi, tu vois? Tellement je pleurais, quoi
Et je pleure et je pleure. Je me dis: «Mais pourquoi je pleure?» Et en fait, au lieu de me dire: «OK, c'est bon, j'ai pleuré, j'ai su mes larmes et puis on passe à autre chose», je me suis dit: «OK, pose-toi la question de pourquoi tu pleures». Et je me suis dit: «Pourquoi je pleure?» OK, pourquoi? Parce que je pense à mon meilleur ami. Pourquoi mon meilleur ami, ça me fait pleurer? Je me dis: «Ah ouais, mais parce que j'ai peur de le perdre», tu vois? Je me dis: «Pourquoi j'ai peur de le perdre?» Parce qu'il s'est fait des nouveaux amis, parce que nos chemins se sont séparés, parce que c'est une vie, tu vois, qui change, tu vois? Et je me suis dit: «Mais c'est bizarre, pourquoi? On s'aime bien pourtant». Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur justement qu'il se fasse d'autres amis et que plus jamais, tu vois, d'être seul quoi, de me retrouver seul. Et je me suis dit: «Putain, mais en fait, c'est pas ça, accepte». Donc au de conscientiser justement cette peur-là, tu as peur que la personne parte, mais en même temps, c'est tellement beau. C'est quelqu'un que tu aimes est heureux, tu vois? Donc qu'il soit et puis si tu es heureux pour lui, il sera toujours là, tu vois? Il y a pas de raison d'avoir peur, tu vois? Et de conscientiser ouais, cette peur-là, tu vois? Et puis tu es tellement plus heureux, tu es tellement plus, tu mieux, quoi. Tu as toujours des conclusions positives ou parfois tu es dans un engrenage où tu as des conclusions négatives en mode: «Vas-y, c'est de la merde, je suis une grosse merde, j'y arriverai pas, Ah, tu je es suis toujours mauvais». dans le négatif. Moi, je suis très dans le Je pense que négatif. tu partages, c'est en mode à chaque fois que tu poses des questions, tu Ah, mais réussis à trouver le positif, mais là tu dis que tu es toujours dans le négatif. C'est quoi? C'est un bah, c'est paradoxe? c'est parce que je dis de mon côté. Ah oui. Non, mais parce que Par exemple, pour l'exemple, ton spectacle que tu es en train d'écrire, ouais, tu me dis que tu es encore en cours d'écriture et que bah, pour l'instant, tu n'arrives pas à prouver ou à montrer ce que tu veux. ouais. C'est un blocage que tu as. Ah oui, c'est un gros Mais du coup, blocage. tu es encore dans la question C'est et tu te négatif. fouettes ou c'est comment s'explique ce blocage, en fait? Mais je pense en fait, quand tu parles de quelque chose de positif, Oui, c'est que pour moi, tu l'as débloqué. Parce qu'au début, c'est négatif. oui. Puis après, il devient positif parce que tu as réfléchi, tu l'as débloqué. Sauf que oui, j'ai encore plein, il y en a énormément. Des trucs négatifs où je me dis: «Tu es qu'une merde, c'est de la merde ce que tu fais, c'est nul, ça plaît pas». Mais en réalité, je sais d'où ça vient, tu vois? Tu réfléchis et tu dis: «Oui, mais c'est parce que tu as peur de monter sur scène. C'est parce que tu as peur que ça plaise pas», tu vois? Même il y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai, ce qu'on peut appeler, tu vois, de la timidité, tu vois? Mais en fait, c'est même pas de la timidité, c'est que j'ose pas aller vers les gens parce que j'ai peur de déplaire. J'ai peur qu'en fait, la personne me mette sur le côté et que je me retrouve seul et en fait, c'est qu'une peur de solitude, tu vois? Et tout ce que je fais, c'est ça, monter sur scène, La peur du rejet, finalement. c'est la ben ouais, Ouais, qu'on te rejette, qu'on te fait sauter de tomates. ben ouais, Pourtant que ça marche pas, tu vois? pourtant ton sketch sur, avec le navire là, on va pas tout spoiler, Avec le bateau. avec le bateau, c'était un «banger» entre guillemets, même, au niveau la première fois que tu l'as joué devant les autres, bah, tu as retourné la salle, quoi Ouais. et puis même quand tu l'as fait à l'Observance, pareil, tu as retourné la salle et celui-là, tu te dis pas que tu as quelque chose à gratter et que tu as du potentiel derrière ça? Beh, je pense qu'il y a mais en fait, Parce qu'entre le Maxime que j'ai vu du coup tous les jours et puis le Maxime que sur scène, tu vois? il y a un step. Waouh! Là, le mec qui a pas confiance, tu vois? Et franchement sur scène, il est ouf parce qu'il a confiance de ouf. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi le personnage, donc tu joues avec le personnage, donc c'est pas le Maxime, donc ça te permet aussi Mmh. bah, de trouver ta confiance et d'ouvrir la confiance entre guillemets, mais je trouve que c'est ouf en fait ce que tu fais sur scène et peut-être tu t'en rends pas compte, mais je trouve que c'est ouf en tout cas ce que tu fais sur scène, quoi. Voilà, Beh, merci. c'était un Je te compliment. confirme, je m'en rends pas Mais compte, mais merci. tu as toujours ce truc où tu te fouettes en mode: «C'est pas bien et tout, on Ah va me oui, je le fais rejeter». tellement. Alors que pour moi, le sketch du bateau, il pourrait même tourner en télévision, tu vois? Tellement qu'il est bon, quoi, tu vois? Non, c'est vrai, hein, c'est Merci. 1er degré et je pense, je suis pas le seul à le penser. Bah, tu l'as vu quand tu l'as joué devant avec les caméras, tout le monde, tu limite jeté des fleurs alors qu'ils te parlaient pas avant, tu vois? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Mais ouais, je sais pas, hein, mais je pense, tu vois, et c'est ce que j'essaie, je pense, de vraiment trouver, c'est que je sais que ce truc du bateau-là, je l'ai écrit parce que j'ai écrit et au bout d'un moment, ça m'a fait chier. J'en ai marre d'écrire des blagues, j'en ai marre parce que tout le début, en fait, c'est pour plaire aux gens. C'est pour que ça marche, c'est pour que les gens, ils m'aiment, tu vois? Et sur le bateau, j'ai dit: «Ça me rend ouf», tu vois? Et j'ai pété les plombs et ouais, bateau! Voilà! Ah, c'est ça que j'aime et tu vois? Et c'est typiquement et ça rejoint un peu ce truc de pourquoi je suis parti sur Saint-Jacques, tu vois? C'est cette voix intérieure, tu vois? C'est ce cri de l'intérieur et le bateau, ça a été un cri de l'intérieur. Et même au niveau du théâtre et de l'interprétation, bah, quand on avait fait des petites scènes ensemble,
tu as vraiment ce côté réfléchi en mode: «Qu'est-ce qu'il a voulu écrire et qu'est-ce que je mets derrière, c'est quoi Mmh. le 2e truc?» Donc il y a vraiment un je sais pas si on peut dire ça, une intelligence sur scène de ta part, mais j'ai l'impression que tu essayes de camoufler, C'est-à-dire à l'écrit? à l'oral, quoi. Tu oses pas y aller, quoi. Ah ouais, mais c'est de la peur. C'est la peur, tout C'est de simplement. la peur. Qu'est-ce qui ferait du coup que tu ce déclic en mode: «Vas-y, je suis qu'un con, pourquoi j'y suis pas allé? J'y vais et puis maintenant c'est bon, quoi». Le déclic que je cherche? Ouais, c'est quoi qui me Heu, manque, quoi? je pense que c'est vraiment réellement, c'est d'accepter de ne pas plaire. Moi, c'est le vrai truc et c'est horrible, hein, parce que je le sais et je me le dis à chaque fois, tu vois? Mais en fait, se dire, «Oui, mais je fais pas ça pour plaire», tu vois? En réalité, il y a tu fais ça pour plaire. On fait tous ça pour plaire, tu vois? Sauf que oui, il faut débrancher ce truc-là et il y a plein de trucs que j'écris et ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que j'ai envie de rien faire, tu vois? Après il y J'ai a envie de monter sur scène et de rien faire. je pense qu'il y a aussi accepter de ne pas plaire à tout le monde, c'est surtout ça. Peut-être qu'il y a ça aussi, parce Ah oui, que, mais c'est clairement ça. ouais, quand on joue, bah, on peut pas plaire à tout le monde, tu vois? Par exemple, Bigard, hein, bah, il y en a qui le détestent, il y en a qui l'adorent, un exemple. D'autres humoristes aussi, Ouais. Gad Elmaleh, il y en a qui le détestent, il y en a qui l'adorent. Jérémy Ferrari, pareil, tu vois? En fait, ils ont un public. Mais ouais, quoi que tu fasses dans la vie moi, c'est ce que je me dis, quoi que je fais dans la vie, je me fais critiquer, autant faire quelque chose que je kiffe et être critiqué, tu vois? C'est ce que je me dis, quoi. Ouais. Je sais pas si ça peut t'aider, mais et puis, en Bah, plus, c'est ce que j'essaie de me dire, tu mets des phrases en plus, oui, derrière. mais j'en écris, beh, C'est toi qui les as regarde écrites ça? et ça passe pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on Ouais, apprend? ça, c'est moi, Quelle ça. expérience on va partager? Quel goût on va expérimenter? Qu'est-ce que l'on crée? Maintenant, tu es plus dans la création sur celui-là et après à côté, tu as les 4 accords Toltec. Ouais. C'est des trucs que j'écris à chaque fois, hein, pour essayer de pas plaire, hein. C'est comme le second rôle. Bon, ça, c'est pas de moi, ça. C'est quoi le second rôle? Le second rôle, c'est en fait, c'est te dire tout le temps que tu n'es pas le premier rôle de la vie. Tu n'es qu'un second rôle de la vie et je trouve que de dire que tu n'es que le second rôle de la vie, ça t'enlève un poids Ah oui, et en fait, de tu pression. perds cet ego de vouloir prouver. En mode bas les couilles, quoi, à peu près. Ouais et je trouve que c'est un peu mais regarde, j'écris des phrases et c'est pas pour autant que ça rentre, tu vois? Ouais. Parce que c'est le trait parce qu'en fait, tout le monde veut prouver, tout le monde veut montrer, tu vois? Et bien évidemment qu'on n'a pas envie de n pas de ne pas être aimé, mais on n'a pas envie de se retrouver seul, tu vois? Et déplaire, c'est être abandonné, tu vois? Il y a un vrai truc de solitude au fond, il y a un vrai truc. Je sais, il y a un vrai On va truc, on qui va est travailler intéressant. l'inconscient tous les 2, t'inquiète pas. Il y a un gros truc. Non, donc du coup, là, côté paysan, tu voulais pas finir ta vie là-bas. Mmh. Donc tu t'es dit: «Je kiffe le théâtre, je veux faire du théâtre» et du coup, bah, l'école du rire. Mais tu faisais déjà du théâtre avant, du coup? Moi, Tu avais dit que tu ouais, avais fait une représentation du Père Noël est une ordure, si le je Père Noël est une ordure. Ouais, tu avais kiffé? je vais énormément Tu kiffer. faisais quel rôle? Je faisais, Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, ouais, ouais, je vois et du C'est coup cela, c'est oui, cela, oui, c'est oui, cela. oui, 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 Thérèse, oui. Donc voilà, tu as kiffé, Ouais. tu as décidé de rejoindre l'école du rire. La suite maintenant? La suite de Oui, parce que d'après l'école? l'idée, c'est qu'à la fin de l'école, tu as ton 1 heure de spectacle. Ah ouais, C'est toujours, ouais. c'est toujours, d'actualité, 7 heures. Tu as combien? Tu as 30 minutes là? J'ai rien. Ah, tu rien? Je suis reparti sur une feuille blanche. Non, j'ai rien. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça Non, c'est parce que c'est dur. C'est très dur. Je pense qu'artistiquement, j'essaie de comprendre comment je marche, en fait et je me rends compte qu'en fait, il me faut le temps mmh, d'avant de me confronter, en fait, au public et à la vie, tu vois? Qui va me mettre un doute monstrueux. Je me dis: «En fait, il faut» parce qu'en fait, tu vois, je sens que la voix, elle crie, tu vois? Et quand elle crie, c'est le moment où ça plaît, tu vois? Et je le sais et c'est là où ça me plaît aussi. Donc quand ça crie, le problème, c'est que des fois, ça crie un peu, tu vois? Je le présente et direct, on me donne son avis, mais qu'il soit positif ou négatif, hein, n'importe quel avis, hein, que ce soit juste un avis et ça me coupe. Ça me OK. coupe et le problème, c'est que voilà, c'est que pendant toute la formation, ça a été que ça. Donc aujourd'hui, bon, bah, j'ai abandonné le premier spectacle, j'ai abandonné le deuxième, puis là, je suis en train d'en écrire un troisième et Ouais. Tu as quand même tu as pas abandonné l'écriture, tu écris toujours, c'est ça que je veux dire. j'écris toujours, c'est des pages et des pages. Je n'arrête pas d'écrire. Donc ça t'a pas coupé, l'envie d'écrire et de jouer en tout cas?
Même si pour toi le premier spectacle, ça serait pas forcément le premier. Mouais. Non, ça m'a pas coupé. Non. Mais par contre, ça m'a rajouté énormément de peur. Énormément de peur et j'ai vraiment hâte là de d'arrêter de me former, en fait et enfin, pas d'arrêter de me former, mais d'arrêter d'être dans ce milieu professionnel où tu donnes mon avis. En fait, j'ai juste envie de dire au bout d'un moment: «Eh oh, laisse-moi faire un peu ce que j'ai envie», tu vois? À chaque fois que tu m'as donné des conseils positifs ou négatifs, ça n'a pas marché. Donc arrêtez de parler, je me connais, tu vois? Je me connais assez pour savoir ce qu'il faut faire et puis voilà, au bout d'un moment, il faut faire, tu vois? Et quand tu regardes tous les artistes qui ont marché, c'est que des gens qui se sont dit: «Je m'en fous en fait, je sais ce que je renvoie et puis je travaille sur ça, que ça plaise ou que ça déplaise», tu vois? Donc je vois pas pourquoi tu devrais donner, ton avis. Après c'est un peu comme en business, c'est finalement le public qui décide quoi, finalement quoi. C'est clairement ça. C'est pas une personne ou 2 qui vont décider, c'est, bah, le public en tant que tel. Ah oui. Et bah, j'avais interviewé Francesco Fratelli, bah, il y a une semaine et il disait que parfois il passait des heures à écrire un truc qu'il pensait c'est super drôle et en fait, il joue devant le public et le public le lâche parce que du coup, il abandonne ce projet parce qu'il dit: «Bah, du coup, c'est nul, du coup, j'aurais écrit mais du coup, c'est le public quoi qui décide tout Ouais. simplement». Et je pense que c'est ça quoi, faut de Mais c'est ça qui est bien, tu vois? Moi, c'est ça que j'aimerais vraiment faire, tu vois? J'ai plein de trucs, tu vois, que j'ai envie de présenter faut tester, hein, et ouais, faut que tu envoies. ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que Mais tu vois, j'ai parlé à Colin, tu vois? ouais. À Colin, je lui dis des trucs et il m'a dit: «C'est super», tu vois? Il m'a dit: «Mais gars, mais continue là-dedans, c'est trop bien ce que tu fais et tout, c'est ultra drôle et tout», tu vois? Et ça m'a coupé. Alors que c'est positif, tu vois? Et en comedy club aussi, je t'ai vu, enfin, j'ai pas eu la chance de te voir en public, mais tu joues avec un duo, je crois que c'est Noah? Avec Noah. Noah, ouais. Ouais. Ça marche bien ce passage? Et il a bien marché. Il a La bien dernière marché. fois, il a floppé. Ouais, ça dépend du public encore, mais ouais. Mais ouais, ça marche bien. OK. Mais oui, c'est des univers qui sont à côté, tu vois? Mais justement, là, tu vois, ça a été un délire, ça a été un cri, ça a été un truc et c'est ça que j'aime bien, tu vois, un peu. C'est cette phrase, tu vois, que tu vas sortir de toi qui n'a, tu te poses même pas la question de: «Est-ce que c'est ce que je pense?» tu vois? Tu l'écris, elle sort de toi et tu la relis, tu dis: «Bon, c'est intelligent». Tu vois? Ou Bon, même juste: «Bon, c'est intéressant», tu vois? Et tu dis: «Ouais, vas-y, viens, on fait ça sur scène» et en fait, tous les cris à chaque fois, ça a été que ça, tu vois? je pense quand on est humoriste, on le fait du coup pour faire rire les gens, en priorité, ou d'abord on écrit d'abord pour se faire rire soi? Moi, je pense que là où ça marche, c'est que tu ris, de toi-même. Je pense que c'est là où tu vas faire rire les gens. Si tu fais pour faire rire les gens, pour moi, c'est là où ça marchera pas. Parce que c'est pas connecté à toi, il y a quelque chose de c'est pas naturel, tu vois? Alors que quand, justement, c'est une introspection, tu vois? Tu réfléchis sur toi-même et tu dis: «Mais bon, mais ouais, d'accord, donc j'ai pensé ça parce que» tu vois? Et tu commences à rire de toi-même et quand tu montes et bon après voilà, il faut apprendre à écrire, c'est ça le plus dur. C'est qu'il faut apprendre à écrire ce truc-là, en blague et que le public comprenne, tout ce qui s'est passé dans ta tête, et c'est ça qui va faire rire, tu vois? C'est la sincérité la plus profonde et je trouve que le rire, qui fait du bien, tu vois? C'est le rire qui est, tu vois? On revient un peu sur les masques, tu vois? Je pense que tout le monde se met des masques, mais des masques déjà en public, mais ils ont en plus des masques sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se voient pas de l'intérieur, tu vois? Et je pense qu'en tant qu'humoriste, il faut aller chercher à l'intérieur et de voir en fait ce que tu es réellement et tu dis: «Mais mais bien sûr» et tu mets ça sur scène et les gens ils rigolent parce qu'ils se disent: «Mais bien sûr» et c'est exact et c'est mais enfin même pas, ils se disent même pas: «C'est exactement moi». Tu sais, ils s'arrêtent, ils font: «Oh mais moi aussi! Mais moi aussi», tu vois? Mais c'est juste qu'eux, ils rentrent pas en eux, tu vois? Ils préfèrent se cacher les choses, tu vois? Et toi qui rentres en toi et tu sors ça et tu dis: «Mais oui». Et faire des blagues très niche que peu de personnes comprennent, tu penses que c'est une bonne idée, quoi? Très Ça fait rire. niche, hein, Ça te fait rire parce que c'est un sujet que tu as vu, mais 90 des personnes, ils ont pas vu ce sujet-là. Tu penses que c'est une bonne mmh, idée de faire ça? c'est C'est risqué. c'est risqué. Après quand c'est niche moi en fait j'aime pas le truc un peu niche, tu vois? Le truc de blague de communautaire, tu vois? Un peu, moi je pense pas que je fais ça pour, en fait j'aime bien quand vient on parle de
des choses banales, tu vois? Et des choses banales mais profondes, tu vois? C'est banal, mais en fait, on ressent tout ça parce qu'on est tous pareils, tu vois? C'est ça qui me fait ça que j'adore, tu vois? On est tous comme ça. Moi, c'est ça qui me fait mourir de rire, quoi, c'est hilarant. Je vous en prie, monsieur Ludo, je rebois un coup. Allez, vas-y, bois un petit coup. Allez, viens boire un petit coup. Est-ce que tu as 3 conseils à donner pour des personnes qui veulent être humoristes? C'est 3 conseils pour ne pas réussir. Les 3 conseils pour 3 ne pas conseils pour réussir? ne pas réussir pour bider sur scène, quoi. Heu, avoir trop confiance en soi. Je pense que voilà. C'est-à-dire avoir trop confiance. C'est-à-dire, ne même pas avoir de stress quand tu montes sur scène. C'est-à-dire: «Ouais, t'inquiète, je connais mon vas-y, t'inquiète et tout». Tu vas monter, ça marchera pas. Enfin, c'est ma manière de voir les choses, mais ouais, avoir trop confiance en soi, ça se sent. Le public va sentir que tu te la racontes. Et avoir son texte et pas s'adapter au public et quand même réciter son texte, c'est ça, tu dis? Comme moi, j'ai confiance en moi. J'ai confiance, je connais mon texte de toute façon, Ouais, mais même même si en plus je mode ah, mais tu sais, en fait, c'est la posture: «Ah, t'inquiète et tout», tu montes sur scène: «Ouais, ça va? Les femmes ce soir? Ouais, alors? Il y a pas longtemps, j'ai remarqué», tu vois? Mais tu en décalé, tu vois? Et en fait, le 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 problème, c'est que quand tu arrives avec ça, en fait, tu arrives avec une confiance, mais c'est un mur, tu vois? Et on voit pas, ouais. la fragilité que tu as derrière. Et ce qui va faire rire, c'est quand tu balances une réflexion, un truc et qu'on sent derrière que ça te touche, tu vois? C'est un peu mesquin, mais pour moi, c'est la fragilité du gars sur parce que tu te livres, tu vois? Il y a quand même quelque chose, donc tu donnes une partie de toi au public et c'est ça qui est beau. Alors que si tu es confiant, tu donnes rien du tout, quoi. Tu crois donner, mais en fait, tu donnes juste une image de toi qui est, sur un piédestal, alors que c'est toi-même qui t'es mis sur le piédestal, quoi. Être trop confiant, le premier. C'est quoi le deuxième? Le deuxième, dans l'écriture, c'est écrire pour le public. Si tu écris pour le public, si tu dis: «Ah ça là ils vont rigoler, je sais que ça c'est une blague qui va marcher, je sais que ça c'est un truc, qui va plaire». Ouais, si tu écris pour le public, faut que ça te fasse rire, quoi. Et c'est parce que ça va te faire rire que tu vas le que sur scène, quand tu vas le dire, on va tout ressentir, tu vois? De pas ouais, de pas vouloir plaire. Ne cherche pas à plaire au public. Écris parce que ça te fait rire. Voilà, ça c'était le deuxième. Et le troisième Troisième. conseil pour bider, pour ne pas marcher, heu, ouais, pour le public et puis, ouais, je dirais ne pas faire ça pour les mais bon, ça rejoint un peu tout, tu vois? Et ne pas faire ça pour les bonnes raisons, tu vois? Du genre? Heu, bah, tu vois, pour se donner une image. Si tu fais ça pour te donner une image, ça rejoint un peu pour pouvoir plaire, tu vois? Mais, ouais, d'avoir besoin de reconnaissance ou quoi, tu vois? Ouais. Moi, je pense que ça, c'est le conseil qui marchera pas. Tu en as déjà vu sur scène des personnes comme ça? Ah, mais même à l'extérieur, hein, Font mais ça pour, mais en fait, si tu veux, ça se sent. Tout de toute façon, tout se sent. La manière dont tu es sur scène, peut-être qu'il y en a, tu vois, ils vont pas comprendre, enfin, ils vont pas, faire le lien de: «Ah d'accord, c'est parce qu'il a trop confiance en lui que je suis pas en train de kiffer», tu vois? Mais le public, il va ressentir, il va pas kiffer, il va pas passer un bon moment, tu vois? Et dans ce truc de le faire pour les mauvaises raisons, pour moi, en fait, c'est si tu montes sur scène et que tu veux faire rire, il y a un truc qui sort en toi, tu vois? C'est, heu, c'est vital pour toi. Moi, je sais que, tu vois, le théâtre, la scène, pas de faire rire. Parce que je ne sais pas si je serai humoriste, hein, plus tard. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un truc qui est vital pour moi, c'est la scène, tu vois? Je sais que j'ai arrêté pendant, 2 ans, tu vois? Et je me suis dit: «Il faut que j'y retourne parce que sinon je vais me crever, quoi», tu vois? pourquoi c'est quoi que tu aimes bien sur scène? Enfin la scène? Je sais pas, je serais pas trop c'est enfin, je me dis: «C'est un peu de pouvoir vivre, plein de personnages, de
de pouvoir être libre dans son imaginaire, enfin après c'est plein de choses différentes, tu vois? De pouvoir, être aimé, hein, tout simplement, il faut se le dire, tu vois? C'est de pouvoir partager un truc au public, tu vois? Et d'être un peu, oui, observé, d'être vu, il y a quand même quelque chose de, faut quand même, avoir une certaine envie, il y a un certain ego pour monter sur scène, quoi, hein, sinon on monterait pas sur scène, hein. Donc ouais, c'est plein de choses comme ça, tu vois? Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure, ce podcast? Ce mot est à toi, des choses à dire qu'on n'a pas forcément dit. Un dernier mot, qu'est-ce que je te dise? Je sais pas, C'est peut être un dernier mot. ça peut être un dernier mot. Et du coup, la suite après le mois de juin, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes sur Mmh. Compostelle, tu réécris? Tu restes sur Paris? Je prends des vacances. Tu prends des vacances? Tu fais un break? Non, je pense que je m'arrête pendant au moins une semaine, histoire de se poser et de se dire: «OK, maintenant qu'est-ce qu'on fait?» Puis de se laisser un peu, de reposer un peu tout ça, tu vois? Mais je sais que je vais pas me reposer pendant longtemps. Je sais que ça va vite revenir, tu vois? Puis le besoin d'écrire, il est toujours là. Mais bon, pour l'instant, c'est le spectacle. On écrit des choses et puis on voit ce que ça donne. Très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Maxime? Où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver à Paris, On peut se retrouver sur les réseaux ou pas? sur les réseaux, oui, Maxime Prieto sur Instagram. Maxime, Prieto, pour Prieto, tout accroché, sur Instagram. Ouais, après c'est tout, hein, j'ai pas si sur TikTok, je fais un peu, c'est quoi mon TikTok d'ailleurs? Tu connais mon TikTok toi? Je connais pas ton TikTok, moi. C'est mon TikTok. Je fais des choses un peu divers et variées. De l'humour, de la poésie, de plein de choses différentes là, on va entendre au TikTok, c'est super. Heu, Je connais pas ton TikTok. c'est quoi? C'est arrobase, c'est le arrobase. Ouais. Eh beh, c'est la même chose. Arrobase Maxime Prieto, tout accroché en minuscules. Voilà, c'est mon TikTok avec un peu d'humour, de la poésie, des beaux textes. C'est quelque chose que j'aime bien aussi. Très bien, Maxime. Ah, tu sûr tu pas un dernier mot, là? À part je sais pas. Non, en fait, ouais, faites ce que n'ayez pas peur. Ouais, faites ce que vous avez envie de si vous le sentez, faites-le. Je pense que c'est ça un peu le truc. Si tu le sens, fais-le, te pose pas la question. Ne laisse pas le doute, enfin, tu vois? Même j'allais plus loin là-dessus. Tous les matins, j'essaie de me répéter que le doute n'existe pas, tu vois? Que la peur, oui, la peur, elle existe et il faut qu'elle existe. Mais le doute, il faut pas qu'il existe. Le doute, ça ne sert à rien. Ça ne sert réellement à rien. Donc ouais, oublie que le doute existe. Ce serait peut-être ça que je voudrais dire. Merci, Maxime, à bientôt. Et à bientôt, monsieur, Lido. Ça me fait plaisir.